Rav Gershon, please tell me the story of a yeshiva. L'histoire de la yeshiva. The story of a yeshiva C'est une histoire d'homme. is a human story. Des événements. Evans, but a marvelous one of doesn't really start with the beginning Elle ne commence pas au début de la yeshiva. of a yeshiva. Ça vous intéressera. On y voit tout finalement. Je vais vous le montrer. Eh bien voilà, à proprement parler, ça ne commence pas à Aix-les-Bains. Cette histoire commence en Pologne, en Lituanie. Des grandes yeshivot, Chafetz Chaim, des géants, Rabbi Elchanan Wasserman, des gens qui dominent leur génération, de la tête et des épaules. C'est l'âge d'or. Des milliers d'élèves. Une flamme qui traverse les foules juives, qui vibre pour Dieu et pour la Torah. Et pendant ce temps, en Europe occidentale, c'est le désert. Le désert complet. Rien n'existe. Les communautés se détériorent. Les communautés, qui, depuis le 19e siècle déjà, déclinent de jour en jour, ravagé par l'assimilation. C'est vraiment le désert. Et la France, en particulier, touche le fond de l'abîme. La jeunesse se désintéresse. C'est vraiment l'assimilation quasi totale. Mais un homme a conscience du danger. Il voit clair. Il sait, lui, que la seule façon de sauver le tout, c'est d'introduire ici aussi l'étude de la Torah. C'est le grand rabbin Weil de Colmar. Et lui, il lui vient une idée impensable. Avec son énergie, il veut fonder ici, en France, une yeshiva. Vous savez que ce mot était, pour ainsi dire, inconnu ici. On ne savait même pas ce que ça signifiait. Et lui, le grand rabbin Weil, veut et fondera une yeshiva en France même. Il la fonde, je crois, en 1936, dans la banlieue de Strasbourg. Une toute petite yeshiva, remarquez, d'une douzaine d'élèves, mais enfin qui fonctionne. Et en 1938, le grand rabbin Weil fait appel précisément à Rabbi Elchanan Wasserman pour qu'il lui envoie un élève qui sera le maître, le nouveau maître qu'il recherche. Il lui envoie Chaim Chaikin, celui qui est aujourd'hui notre Rosh Yeshiva. Il lui envoie Chaim Chaikin, qui débarque de sa yeshiva lituanienne et qui arrive à Strasbourg comme ça, en 1938, je disais donc. Et les élèves affluent. Ils entendent un enseignement nouveau, celui qu'ils ignoraient jusqu'à présent. Et ça se développe, ça promet, et soudain, fini. 1939. C'est la guerre. Avec tout ce qu'elle a amené, tous les deuils, tous les pleurs,
toutes les tragédies, toutes les calamités, c'est la guerre. Et tout s'effondre. Tout s'effondre, pas seulement la petite yeshiva de Neudorf, mais les grandes yeshivot, celles qui formaient la base du peuple, s'effondrent, les centaines, les milliers d'élèves, les maîtres qui étaient des puits de science, les maîtres qui étaient des gens dont on tremblait de respect devant eux, tout cela est liquidé, tout cela est anéanti, s'effondre dans le feu, dans les larmes. Tout cela n'existe plus. Tout cela, les yeshivot s'effondrent, il n'y a plus rien. Rescapés, mais animés d'un esprit missionnaire, des bâtisseurs, ne veulent pas admettre l'effondrement. Ils s'attellent à la tâche. Ils veulent reconstruire ici ce qui a disparu à l'Est. Un d'eux, Rav Lebel. Rav Lebel, qui est un ancien de la yeshiva Chachmei Lublin, à Pologne, et qui se trouve en Savoie. En collaboration précisément avec le grand rabbin Weil, veut ouvrir une yeshiva à Aix-les-Bains. Et c'est la création en 1945
dans un cadre Aix-les-Bains, le cadre enchanteur, la montagne, le lac. On ouvre une yeshiva. Level a trouvé en location une maison située dans un vaste parc, une maison de maître, qui a d'ailleurs toute une histoire. Parce que la reine Victoria, la reine d'Angleterre, venait chez des amis anglais, y passait chaque année ses vacances. Et la maison comprend essentiellement un bâtiment que l'on appelle la tour, qui date du XVe siècle, et qui est là, toute carrée. Elle s'appelle même, tenez-vous bien, la maison du diable. Et le Rav Raikin, qui a passé 5 ans de captivité en Allemagne, accourt à l'appel de son ancien directeur, le grand rabbin. Et la yeshiva commence, savez-vous comment? Avec un élève unique. Un élève, Yitzhak Warman, qui aujourd'hui habite Brooklyn. Les élèves attirés par la personnalité du grand rabbin Weil affluent. Bientôt, on en compte une trentaine. Et le Rav Raikin prodigue son enseignement. Il a encore toujours son uniforme démobilisé, l'uniforme de l'armée, son béret, et c'est comme ça qu'il enseigne la Torah. Mais dès 1945, grand rabbin Weil a une idée de génie. Il se dit, pourquoi je n'écrirai pas en Afrique du Nord? Je ne connaissais personne. Il écrit au grand rabbin de Fès pour lui annoncer l'ouverture d'une yeshiva en France. Et le grand rabbin de Fès lui envoie son propre fils, Aaron Monsonego, qui deviendra l'un des élèves les plus actifs, les plus célèbres dont peut s'enorgueillir la yeshiva. Après 7 ans de présence ininterrompue à Aix-les-Bains, il retourne au Maroc en 1952 et immédiatement, il prend la tête d'une école de 1500 élèves. Vous savez quel âge il avait à ce moment-là? 22 ans. Mais il ne se contente pas de cela. Il devient rapidement le directeur d'un réseau qu'il monte lui-même, qu'il aide à monter, qui est le réseau des écoles Otsar Torah, une organisation américaine au Maroc. Ce réseau rapidement progresse, s'étend sur tout le Maroc, grâce à l'activité débordante de Rav Aaron Monsonego, qui paye de sa personne, qui parcourt le Maroc dans tous les sens, qui va dans les villages les plus éloignés du sud, à dos d'âne, à dos de cheval. Il n'y a pas de route, il n'y a que des pistes. Et partout, il fonde des écoles, il va apporter la parole de la Torah. Je devais diriger les institutions d'Ozar Torah et que nous avons pu avoir jusqu'à 7000 élèves dans toutes les villes du Maroc et même dans tous les coins du Maroc, en commençant par Oujda, Fès, Marrakech et même jusqu'au fin fond du sud de Marrakech, ainsi que les villes de Tanger et de Rabat. Et grâce justement à cette éducation que nous avons eue, à cette instruction et à cet enseignement tellement riche et profond, nous avons pu vraiment sauver des milliers d'enfants. Et on peut compter justement parmi ces élèves qui ont si bien réussi, après avoir quitté nos institutions de la Torah au Maroc et qui ont continué à poursuivre leurs études ici à la Yeshiva de l'école talmudique et de sciences à Aix-les-Bains. Ils ont pu se former justement et aujourd'hui ils se trouvent à la tête de plusieurs communautés, de plusieurs institutions juives et des professeurs qui font un travail merveilleux pour le plus grand bien du judaïsme et de nos communautés juives dans le monde. Durant ce temps, les effectifs augmentent à Aix-les-Bains. Les élèves arrivent.
partout. Il y en a du Maroc, comme nous avions dit, il y en a qui arrivent de Tunisie, il y en a d'Algérie, et tout ça se réunit sous la direction du Rav Chaikin, qui a d'ailleurs des collaborateurs remarquables, en particulier Rav Eliovitch, Zichrono Livracha, qui n'est plus de ce monde. Et un amalgame se forme entre tous ces élèves qui sont pourtant de provenances tellement diverses, un amalgame extrêmement heureux, sympathique. Il y a une atmosphère de sympathie qui règne à la yeshiva qui est absolument remarquable. Des élèves viennent, comme j'ai dit, d'Algérie, René Sirat, qui lui deviendra, vous savez, le grand rabbin de France. Vous avez Emmanuel Chouchana, le futur directeur de l'école rabbinique. Tout ça fait ses études, tous ces élèves viennent à Aix-les-Bains, qui leur donnera leur base. En 1948, les études secondaires sont introduites, et au début dans des conditions d'ailleurs très précaires. Un baraquement en bois abrite les élèves, mais ça tourne quand même. Et les élèves arrivent de partout, de Suisse, de Belgique. Et l'un des élèves est justement Gilbert Breizacher. Gilbert Breizacher, qui plus tard deviendra, en collaboration avec un autre de nos élèves, Roger Kahn de Strasbourg, un des cofondateurs et des co-directeurs de l'école de jeunes filles d'Aix-les-Bains que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Tomer de Bora et qui s'est développée d'une façon spectaculaire. C'est une école de renom international aujourd'hui. Elle compte plus de 100 jeunes filles, des filles qui arrivent d'ailleurs des communautés les plus lointaines, de Suisse, d'Amérique, du Canada, même du Brésil. Tout ça, c'est aussi la yeshiva, c'est Aix-les-Bains. À la yeshiva, les effectifs continuent d'augmenter. On vient de partout. Et il y a manque de place. Où placer tout le monde, on ne sait pas. Il faut construire. Et c'est en 1955 que sera réalisée la première tranche, qui permettra désormais d'accueillir 100 élèves, mais dans des conditions, en tous les cas, plus confortables qu'avant. On vient, on continue de venir. On sent qu'il y a dans l'enseignement du Rav quelque chose, comment dirais-je, qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a quelque chose de particulier. Et c'est surtout ça qui attire. Vous voyez? Et on arrive là, et on reste des années. Mais lorsqu'on sort de la yeshiva, on est quelqu'un. Il y a des élèves prestigieux qui sortent d'ici. David Messas. David Messas, le fils du grand rabbin de Casablanca, fera des années d'études ici à Aix-les-Bains. Et il deviendra plus tard, après avoir été directeur au Maroc, directeur de l'école Maïmonide, tout en étant directeur de la rue de l'Éperon, tout en étant directeur d'un centre de jeunes à la rue Guy Patin. C'est ça. C'est ça ce que veut dire un élève qui est capable de donner quelque chose. L'expérience de 5 années d'études, ici, de 5 années de travail, de 5 années de richesse intérieure et intellectuelle, comme ça, garde pour le reste de la vie une expérience unique. Une expérience unique dans le sens de l'investissement. On n'a pas compris pendant longtemps que l'enseignement du judaïsme, l'enseignement de la Torah était l'obligation et la responsabilité de chaque juif. Et Rav Chaikin, qui est l'âme et le moteur de cette yeshiva, eh bien, a fait comprendre que l'importance de l'étude était fondamentale pour chaque juif. Ils se sont installés dans cette région et la lumière a diffusé à partir de là pour rayonner autour de la France, comme le Maroc, le Canada, les États-Unis, Israël évidemment. Tous ces pays-là, on nous a appris qu'il fallait étudier, mais étudier pour enseigner. L'ilmod ou l'amed. Il fallait avoir comme vocation première ce qu'on appelait toujours ici le zikoui harabim. Zikoui harabim, c'est-à-dire se sentir responsable des autres, se sentir responsable de la diffusion de la Torah et des valeurs du judaïsme. Tel a été le leitmotiv continuel de l'enseignement que nous avons reçu ici. Il y a aussi un autre élève, oui,
Joseph David Frankfurter. Il est originaire du Caire en Égypte. Et après ses études à Aix et un passage en Angleterre, il prend la tête d'une grande communauté de Paris, la communauté de la rue Cadet. Et à Paris, il se fait, comme on dit, un nom, c'est-à-dire son enseignement, surtout au niveau de la pensée juive, est absolument remarquable. C'est un centre. D'autres élèves aussi sont passés par Aix. Philippe Cohn. Philippe Cohn, qui lui, c'est de la dynamite. Après Aix, il passe en Israël et il revient à Strasbourg parce qu'il faut fonder, il faut créer, il faut construire. Et il fonde à Strasbourg le Kollel. Et après Strasbourg, c'est le Kollel de Marseille qu'il fondera. Mais ça ne sera pas que le Kollel, c'est tout un réseau d'écoles. Ce sont des écoles primaires, des écoles secondaires, ce sont des écoles de jeunes filles. Et Marseille s'en trouve transformée. Marseille devient une ville, alors que c'était une ville où il n'y avait rien du tout. Marseille devient une ville, il faut dire qu'il a été aidé. Et comment? Il a fait, mais c'est lui qui a été à l'origine de l'arrivée à Marseille du grand rabbin Citruc. Mais Marseille devient alors une ville pilote, si l'on peut dire, dans ce qu'on appelle le contexte du judaïsme français. Il y a également Elie Abitbol. Elie Abitbol, lui qui est un philosophe né et qui créera à Strasbourg la yeshiva des étudiants, un centre où les intellectuels de tous bords viennent puiser la parole de la Torah. Il y a également Fernand Clapiche. Fernand Clapiche, qui lui est un spécialiste plutôt de l'enseignement pour jeunes filles. Lui sera le directeur d'un séminaire de jeunes filles à Marseille. Il y a également d'autres. Il y a également Marc Meyer, plus jeune, mais qui n'hésite pas à se lancer lui aussi, et qui fonde à Saint-Louis, près de Bâle, à la frontière suisse, une yeshiva qui n'est pas grande, mais qui marche tout à fait d'une façon tout à fait remarquable. Il y a Claude Maman. Claude Maman, qui, après avoir dirigé d'autres communautés, devient finalement le grand rabbin de Bordeaux. Et là aussi, il a un rôle remarquable. Il fonde des institutions et il donne une vigueur nouvelle à la vie juive dans la cité bordelaise. Robert Benisti, également originaire du Maroc, était d'abord le directeur de l'école de Lyon. Il est aujourd'hui le directeur de la première école juive de Nice. Et dans la cité niçoise, il se forme des centres de jeunesse. Robert Benisti est sur la brèche, on peut compter sur lui. David Rebibo, originaire de Salé au Maroc, lui s'en va bien plus loin. Il part aux États-Unis et il atterrit à Phoenix, dans l'Arizona. Et là où la cellule communautaire est rudimentaire, il démarre. Bientôt une yeshiva se forme autour de lui. Il crée, il construit une yeshiva et une communauté vivante s'établit. Le nom de David Rebibo devient connu dans tous les États-Unis. Où a-t-il pris cette énergie? À Aix-les-Bains. Après 62 et l'augmentation des effectifs suite à la guerre d'Algérie, on agrandit les locaux. Et les élèves partent de plus en plus nombreux pour Israël. Cependant, les élèves formés à Aix-les-Bains prennent une part extrêmement active à l'établissement des réseaux d'enseignement. Rav Tzvi Fedida, lui avait en 70 fondé la première école juive à Lyon, mais elle a fondé de toutes pièces. Il courait de porte en porte pour ramasser les élèves en plein milieu d'année scolaire.
Et cette école a aujourd'hui 350 élèves. Elle est d'ailleurs dirigée par un de nos anciens élèves aussi, Eli Maknouz. Mais Tzvi Fedida part ensuite en Israël vers les 70, je crois, vers les 75, plutôt vers 75. Il part en Israël et il se met au travail immédiatement. Il est à l'origine de la fondation et du développement d'un réseau d'institutions qui compte aujourd'hui des milliers d'élèves. Lui-même construit, on peut dire presque de ses propres mains, une yeshiva qui est vraiment un modèle du genre, à Bnei Brak. Abner Chokron, qui avait dirigé tout d'abord, en sortant d'Aix-les-Bains, une école, une yeshiva à Meknes au Maroc, qui a disparu évidemment, a fondé également une grande yeshiva à Bnei Brak. Gabriel Toledano, qui est descendant d'une illustre lignée de rabbanim de Meknes, fonde également, en collaboration avec son frère, une yeshiva à Jérusalem, une yeshiva qui comptera bientôt 200 élèves et qui s'appelle Or Baruch, du nom de son illustre grand-père. Un autre élève encore, Alain Samuel, lui réussit particulièrement avec les élèves originaires de France. Il fonde, toujours à Bnei Brak, une nouvelle yeshiva qui d'ores et déjà s'avère être d'un grand succès. Il y a également parmi nos élèves ce célèbre Jean-Louis Schwab. Jean-Louis Schwab, lui, Jean-Louis Schwab, lui est devenu un physicien de renom international. Il est connu aussi bien à Jérusalem qu'à Paris et qu'à New York. Et cela ne l'empêche pas d'étudier le Talmud pendant un minimum de 5 heures par jour. Crispin, un élève venant du Maroc, qui tout récemment a créé à Ashdod un centre de jeunes séfaradim où il accueille 200 élèves d'ores et déjà. Et il est désintéressé d'une façon totale, il ne touche pas un sou pour le travail qu'il effectue. Où a-t-il puisé cela? C'est son maître. Lionel Cohn, qui est professeur à l'université Bar-Ilan, est également animé d'un esprit missionnaire. Il fonde dans le sud, à Ofakim, une école de jeunes filles qui d'ores et déjà est promis à un avenir certain et brillant. Tous ces élèves restent d'ailleurs en étroite relation avec la yeshiva, et en particulier avec le Rav qui est resté et qui restera un père, un conseiller pour tous ceux qui font appel à lui. Et voilà, après 40 ans, la yeshiva est devenue un centre mondial. Aix-les-Bains lui-même s'est développé avec toute une série d'institutions.
Aujourd'hui, il se trouve que cette belle yeshiva a plus de 200 élèves, un kollel magnifique où il y a une quarantaine de abarchim, de jeunes qui se perfectionnent dans le Talmud et tout ce qui concerne le judaïsme. Ouais, je suis venu à la yeshiva d'Aix-les-Bains parce que mon frère était venu ici. J'avais un cousin qui a passé ce terminal ici. Aussi, on peut suivre les deux études, on peut faire Le Haul et le Kodesh. la Torah. La yeshiva d'Aix-les-Bains a plus de 35 ans d'expérience. C'est ce qui m'a emmené à venir ici. Et on peut suivre en même temps des études secondaires. De la seconde jusqu'au bac. C'est l'une des meilleures écoles qu'il y a en France. I'm from Montreal, and I came here because this yeshiva is well known as a good yeshiva, and my sister is here too. Les uns venaient d'Afrique du Nord, les autres venaient de France, et tous s'entendaient très bien. Mon fils aujourd'hui, qui a eu 17 ans, est aussi un ancien élève. Je connais, ou plutôt je connaissais de réputation la yeshiva depuis 25 ans. J'y ai envoyé très souvent du monde, très souvent des élèves qui sont devenus, qui étaient mes élèves en matière juive et qui m'ont très largement dépassé par le fait même qu'ils étaient à la yeshiva. Je souhaite et j'espère que le visage de la yeshiva soit toujours semblable au visage de la yeshiva mère, si l'on peut dire, c'est-à-dire celle de Lituanie. Et c'est peut-être ça l'idée qu'il avait au départ, Rav Freikin. Eh bien, Rav Freikin n'a jamais été d'accord que nous fassions des compromis. Il fallait toujours rester une vraie yeshiva. Rien de tel que d'aller à la yeshiva et aller entendre des maîtres authentiques, des vrais maîtres qui sont branchés, si je peux dire, en direct sur le Sinaï. L'étude de la Torah, la personne qui étudie cette Torah doit vivre dans cette harmonie totale qui fait que, eh bien, on peut dire que voir un tel juif, on peut dire on a envie d'être comme lui. Israël, Asher Becha et Pa'ar, cet Israël qui a la fierté du judaïsme. L'étude de la Torah, et en particulier de la Gemara, permet de comprendre que tous les juifs ont un but sur terre à accomplir ensemble. Et nos maîtres nous expliquent que le shalom, pour cela, est indispensable entre tous. Lorsque le Rav doit regarder Rav Gershon, il doit être heureux de voir une réalisation aussi parfaite. Celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Et je crois que Rav Gershon a l'unanimité de l'amour des gens autour de lui. Et toutes ces institutions qui aujourd'hui existent à Aix-les-Bains, c'est grâce justement à cet effort assidu, effort exceptionnel de la part de Rav Gershon Kahen. Je trouve que le Rav d'un côté et le Rav Gershon de l'autre sont deux piliers extraordinaires, sont deux exemples du juif, à mon avis, accompli au maximum. Alors une yeshiva comme cela est fantastique justement pour nous donner si vous voulez, cette lumière dont nous avons besoin à l'extérieur. Plus tard, quand vous serez grand, est-ce que vous voudrez faire les études dans cette yeshiva? Oui, je connais plusieurs personnes qui sont venues dans cette yeshiva et qui sont sorties des grands rabbanim. Parmi les grands rabbanim, il y a Rav Freikin, qui est le Rosh Yeshiva. Il y a beaucoup d'années d'expérience. Et Rav Freikin, le Rosh Yeshiva, c'était le Talmud du Chofetz Chaim. Et le Chofetz Chaim, c'était un grand tzaddik, alors Rav Freikin aussi. Aix-les-Bains est devenu aujourd'hui un centre de Torah essentiel qui continue à rayonner intensément dans toutes les directions et qui contribue dans ce monde de Torah à préparer la venue du Messie et la reconstruction du temple à Jérusalem.
s'y attache